tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur le jeu de rôle. Et aujourd'hui nous allons parler de Knight, le jeu de rôle, le livre de base plus précisément. C'est Entremonde qui l'a édité, c'est un jeu de Colin Pignat et de Simon Gabilot. Et dans ce jeu de rôle, vous allez être propulsé en 2037 dans le futur, et oui, dans un monde post-apocalyptique où le monde a bien changé. Notre civilisation a disparu, l'humanité fait face à l'obscurité, et vous, les joueurs, vous faites partie des chevaliers à table ronde pour affronter cette obscurité dans votre méta-armure. Et oui, mi-homme, mi-robot, vous allez affronter les monstres des enfers directement. L'humanité compte sur vous et nous allons découvrir un petit peu plus ce livre en détail. Avant de commencer l'ouverture de ce beau livre, je tenais à préciser que vous pouvez bien sûr suivre la vidéo sans risque de spoil. Il n'y a que la deuxième partie du bouquin qui réserve quelques secrets. Donc cette partie-là, bien sûr, est réservée au maître de jeu, mais forcément je vous l'indiquerai au moment de la vidéo et les joueurs pourront tout simplement passer à la fin de la vidéo pour voir la critique. Alors déjà, au niveau de l'objet, Knight, le livre de base, est un très beau livre, donc couverture rigide, une superbe illustration d'Arthur en armure sur la page de garde. C'est un livre de 400 pages, un beau pavé, donc il m'a fallu un peu de temps pour le lire et donc de sortir cette vidéo. Et on voit ici une petite idée bien sympathique, ce code couleur sur les liserés en fait permet de voir tout de suite le chapitre. Donc quand vous recherchez une information dans le livre, il suffit de prendre le code couleur et vous tombez directement dessus. À l'arrière, une simple cas blanc sur fond noir, le symbole du Knight qui illumine, qui combat les ténèbres qui se trouvent autour de lui. Alors le livre est vendu 49 €, donc un très bon prix au vu du contenu. Dedans, avec ce livre de base, Entremonde vous propose un livre complet. Avec ce simple bouquin, vous avez tout le nécessaire pour jouer. Vous avez le background complet pour les joueurs et le maître de jeu. Vous avez les règles, vous avez 6 scénarios et vous avez un bestiaire plus tout ce qui est équipement. Un simple bouquin vous permettra de jouer des heures et des heures. Donc ça, franchement, bravo. Alors tout d'abord, je voulais féliciter l'équipe qui se cache derrière ce beau livre, car c'est grâce à eux qu'on peut le feuilleter, qu'on peut jouer à Knack actuellement. Il faut savoir que cette version, c'est la version 1.5. Il y a eu une première version, mais malheureusement, l'éditeur qui avait financé le livre via une campagne participative a fermé. Alors, les auteurs, Colin Pignat et Simon Gabilot, se sont retrouvés un peu le bec dans l'eau. Et grâce à des fans, grâce aussi à leur ténacité, leur envie de voir leur bébé arriver à terme, une version 1.5 s'est lancée. Alors, elle a profité d'une refonte complète, que ce soit illustration et maquette. Les deux versions 1 et 1.5 sont complètement compatibles, mais là on a affaire à un livre qui est optimisé, qui est nettement mieux à la première version. Donc déjà je voulais les remercier, comme c'est marqué ici, et leur dire bravo pour le travail effectué. Alors on voit ici une très belle illustration qui représente bien un peu le thème du jeu. On voit une personne héroïque, un vrai héros en armure devant nous. Il sort d'un combat victorieux, on voit le sang parce que c'est un jeu assez dur où il y a du risque pour votre personnage. Et on voit que c'est quand même un thème futuriste, on retrouve des armes un peu traditionnelles, les haches, mais aussi sur l'armure, vous voyez, des canons. Donc là, ça transpire l'héroïsme et l'action que nous allons vivre grâce à ce jeu. Alors, on se retrouve avec la table des matières. On voit une double page parce que ce livre s'adresse aux joueurs et aux maîtres de jeu. Pour les joueurs, vous aurez la situation au moment de votre début de partie, toutes les règles, le système du jeu complet et comment créer votre chevalier. Au niveau du maître de jeu, vous aurez le background complémentaire, les pourquoi du comment, tous les mystères et de quoi créer vos propres aventures avec des cadres, les forces en présence, les différentes lieux, un bestiaire complet et aussi 6 missions, histoire de bien vous lancer dans cet univers. On arrive sur la page traditionnelle de qu'est-ce que le jeu de rôle et
aussi une page sur qu'est-ce que Knight. Donc là, ça le présente en 9 étapes. Et franchement, c'est bien fait. Alors forcément, Knight, l'humanité risque de disparaître. On est là dans une fin du monde, c'est un jeu apocalyptique. Il y a de l'horreur car des zones d'ombre, de l'anathème comme il l'appelle, des monstres horrifiques se propagent, viennent rendre fou, de plonger dans le désespoir l'humanité. Et c'est dans cette ambiance que vous, chevaliers modernes, allez faire des choix difficiles, devoir vous équiper, créer un personnage et rentrer dans l'action débridée, à coups de canon, à coups d'armure mécanique. Et tout ça afin de découvrir des intrigues et des secrets. En plus des cadres d'aventure que vous découvrirez. Alors le premier chapitre, c'est un peu d'histoire. Ça va vous expliquer tout ce qui s'est passé, comment on en est arrivé à cette situation que vos héros vont vivre en 2037. Donc forcément, ça nous présente les premiers groupes, leur évolution et les principaux événements. On nous parle forcément de l'Eurocorp, c'est l'Europe actuelle, l'anneau, les nations africaines unies, qui ont dû s'allier et sont apparus comme une force d'opposition à l'Eurocorp. Comment le monde a changé grâce au docteur James Nyakate et son équipe. En fait, ils ont découvert les nanomachines. Nanomachines qui permettent de faire plusieurs choses. Soigner le cancer, construire de la nourriture et construire du mobilier. Donc ça, c'est les différentes nanos. Ce sont des petits robots, de toute petite taille qu'on ingère pour se soigner ou qu'on utilise de différentes manières pour leurs objectifs. Forcément, cette technologie a attiré les différentes puissances, dont les États-Unis. Ça crée des tensions. Et suite à des conflits, des petits agents secrets qui interviennent, qui sont repoussés, arriva un désastre, la peste rouge au niveau des États-Unis. Une bombe explosa. Cette bombe propagea une maladie inconnue qui décima des millions de personnes aux États-Unis. Cette maladie fit perdre aux États-Unis leur place de première puissance mondiale. Les États-Unis décidèrent de s'occuper de leurs problèmes et se renfermèrent sur eux-mêmes. Ça laissa forcément la place à d'autres pays, à d'autres ambitions sur le plan international. Les pays d'Asie, voyant la réussite de l'anneau, leur expansion économique, décidèrent aussi de se regrouper forcément sous le commandement de la Chine. Une fois ce groupe qui est créé, le souffle du dragon essaya de s'étendre et de conquérir, de faire plier le Japon qui avait refusé de rejoindre le groupe. Le Japon, ne voulant pas disparaître, étant fier, fit appel à une armée privée, le Nodashi, pour se défendre. Alors le Nodashi, c'est des guerriers sans pitié, sanguinaires, qui utilisent toutes les avancées technologiques pour obtenir la victoire. Enfin, c'est en 2034 que l'anathème apparut. Elle surprit tout le monde. Alors que les êtres humains se faisaient la guerre comme d'habitude, des poches de nuit, des poches d'ombre apparurent sur la planète, et où chaque poche apparut, la population disparut, des monstres commencèrent à apparaître. Les gens commencèrent à se plonger dans le désespoir. L'anathème, comme on l'appelait, commença à changer le monde. Le désespoir est en fait une sorte de folie. Les gens qui sont en contact de l'anathème perdent tout plaisir de vie, rentrent carrément dans une folie, viennent des serial killers, font des choses abjectes, voire se transforment physiquement. Les taches de ténèbres se répartissent un peu sur le monde, sont un peu imprévisibles et créent le chaos et l'horreur dans le monde. De ce chaos, apparut, en l'été 2036, 24 personnes. 24 personnes puissantes, chefs d'entreprise puissants. Ces personnes se déclarèrent comme immortels et les démontrèrent, se tirèrent une balle de la télé pour montrer qu'ils ne mourraient pas, qu'ils ressuscitaient. Ils donnèrent un choix à l'humanité, les rejoindre et survivre ou disparaître.
Sous leur impulsion, et grâce aux nanomachines, ils créèrent les arches. Les arches sont, comme illustré ici, des sortes de mégapoles avec une coupelle au-dessus, une coupelle de lumière qui repousse l'obscurité, qui protège la population, jusqu'à un certain point, des horreurs qui se propagent à l'extérieur. Mais tout ça a un prix. Les immortels veulent une population soumise et efficace. Toute personne qui rentre dans les arches sacrifie sa liberté au profit de son arche et de l'immortel qui la dirige. 24 immortels, 24 arches, toutes situées dans l'hémisphère nord de notre planète. Et à l'extérieur de ces arches, le chaos, le danger règne. C'est le territoire des repus. En fait, ce sont tout le reste de la population. Donc on voit que 2/3 de la population ont accepté de perdre leur liberté pour la sécurité, mais 1/3 de la population a décidé de vivre libre, même si cela veut dire risquer sa vie, affronter les horreurs, voire perdre tout espoir. Dernier élément, ce sont les territoires libres. Alors les territoires libres, ce sont quelques nations, quelques pays qui ont gardé leur autonomie, car les autres pays, ravagés par l'anathème, ont perdu leur forme, leur pouvoir. Les nouvelles puissances, ce sont les arches et les immortels. Il n'y a plus de France, il n'y a plus des États-Unis, il n'y a plus d'Allemagne. Ce sont les villes, Londres, Bordeaux et autres. Dans les territoires libres, on a un fonctionnement un peu plus classique. On garde des nations avec un État et un gouvernement, une population qui profite encore des avantages technologiques que nous connaissons. Et grâce au fait que l'anathème ne les a pas frappés directement. Dans ces pays, on ne sait pourquoi, l'anathème ne se répand pas. Donc ils ont pu garder leur cohésion. Les territoires libres, en plus, s'opposent aux arches. Ils refusent de se soumettre à 24 individus qui soupçonnent d'être des manipulateurs. Enfin, ça nous explique la création du Knight. Le Knight qui a été créé grâce à James Nyakate, le précurseur, celui-là qui a créé les nanomachines, et qui se fera appeler par la suite Merlin. Il va recruter un homme, un capitaine de l'Eurocorp. Cet homme, grâce à l'armure qu'il aura créée, va réussir à Dublin à repousser l'anathème, à montrer que l'obscurité peut être repoussée et vaincue. Grâce à son armure, grâce à son héroïsme, il va redonner de l'espoir à l'humanité. Et il se finira par se faire appeler Arthur. C'est comme ça que le Knight apparaît. Nous sommes en 2037 et vous êtes prêts à vous lancer dans l'aventure. Alors voici une chronologie avec les différentes dates qui commencent en 2016 jusqu'en 2037, là où vos aventures vont commencer. Dans le chapitre 2, on va vous présenter le monde d'aujourd'hui, donc avec les principaux groupes. Donc ça commence forcément avec les arches constituées de citoyens, de gens comme vous et moi, qui vivent, qui ont accepté de perdre un peu de leur liberté, voire toute leur liberté, pour leur sécurité. Chaque arche est dirigée par un immortel. Il y a 24 immortels différents, donc 24 arches, comme on est décrit ici. Alors dans cette partie, on vous décrit le fonctionnement de celle-ci, comment les gens sont classés sur différents échelons, chaque échelon ayant forcément une fonction, quelques privilèges et pouvoirs. Le premier échelon est forcément le plus puissant, l'administrateur général, jusqu'au échelon 9, donc l'indigent, le marginaux. On voit ici un peu le fonctionnement et la constitution de chaque arche qui se ressemble en général. L'arche et l'anathème, comment les ténèbres sont repoussées avec certaines limites. Car chaque arche est en combat constant avec les ombres, donc se fait ronger, doit les repousser grâce aux chevaliers, reconstruire. L'anathème est comme de la rouille, elle ronge tout, de l'acide. Elle ne vous laisse jamais en paix. Les rebuts, alors là, c'est les hommes libres. Donc, c'est en général, on est loin des grosses villes, des arches. C'est des petits groupes.
quelques dizaines, à peut-être quelques milliers de personnes qui se regroupent, qui survivent. Ils se mettent dans des endroits sécurisés, des métros, des grottes, où ils peuvent repousser, se barricader. Ils vivent avec ce qu'ils trouvent, ce qu'ils troquent. Et là, dans les rebuts, nous avons les pillards et les villages. Donc deux types de personnes complètement différents. Les chevaliers que vous êtes auront forcément affaire au rebut, parce que ce sont les premiers à affronter l'anathème, les premiers à avoir l'information, et peut-être aussi les premiers à avoir besoin de votre aide. Dans les territoires libres, ce sont tous les nations qui n'ont pas été touchées, qui ont encore leur fonctionnalité, et qui se trouvent en majorité en Afrique du Sud, et en Amérique du Sud. C'est les derniers endroits où on trouve encore des artistes, où il y a encore un semblant de vie normale. Le pourquoi, un grand mystère. On nous présente l'évolution technologique grâce aux nanomachines, les différents types, les nano-C pour la construction, nano-M pour le médical, et le nano-E pour la nourriture. L'intelligence artificielle qui s'est complètement développée dans votre armure que vous allez vous équiper, une IA sera là, ce sera plus qu'un outil, ce sera carrément une amie qui vous aidera à survivre, qui sera votre meilleure confidente. On parle même que Arthur dans son armure, son IA a tellement un caractère propre, une personnalité propre qu'il appelle Guenièvre. Serait-ce son seul amour? Vous le découvrirez lors de vos aventures. Un monde augmenté, un confort pour tous. Et on en arrive avec l'élément alpha qu'on voit ici représenté. C'est une roche un peu particulière car elle est apparue en même temps que l'anathème. Donc pour trouver de l'énergie alpha, il faut se rendre dans les zones d'ombre. C'est là où on le récolte. Et grâce à l'élément alpha, on a réussi à produire une nouvelle énergie et de nouveaux matériaux. Nouveaux matériaux ultra résistants, ultra légers, qui vous servent pour vos méta-armures, ainsi que l'énergie. Toute l'énergie que vous allez dépenser lors de vos combats vient de cet élément alpha. Qui possède l'élément alpha possède la puissance. Et c'est là le côté un peu subtil. Ça veut dire que pour combattre les ténèbres, vous utilisez un élément des ténèbres. Pour que la lumière se propage, continue d'exister, vous utilisez une part d'ombre. Ça, c'est déjà un élément intéressant du jeu que je trouve. L'anathème est partout, donc ça nous explique comment il se propage, comment il se trouve sur le monde. Les désespérés, donc leur comportement, c'est tous les êtres humains qui sont confrontés à l'anathème. Comment ils perdent espoir, comment ils rentrent dans une folie. Un autre élément qui est intéressant, c'est aussi l'art. Dans ce jeu, c'est pas juste un décor. C'est-à-dire que l'art a une place importante dans Knight. Ça veut dire que l'art permet de repousser les ténèbres. L'art produit une lumière propre, évite aussi le désespoir et repousse donc l'anathème et les ténèbres. Donc ça peut être une source de quête et une source d'énergie pour les chevaliers. C'est vraiment un élément moteur important. Les artistes ont une place en or dans le monde de Knight. Ça, c'est un côté qu'on a rarement dans les jeux de rôle. Donc ça, franchement, ça m'a beaucoup plu. Alors, le chapitre 3 de Knight nous présente le cœur du jeu, c'est-à-dire les chevaliers arthuriens, Arthur et Merlin. Donc leur rencontre, comment ils ont créé le Knight et son organisation. Donc on a dans une deuxième partie toutes les sections qui composent le Knight. Donc chaque section est dirigée par un chevalier de la table ronde et chaque section a une spécialité. Donc que ce soit le combat avec la section ogre, Gauvin avec la conception des armures, leur entretien, la Morac, la section gargoyle. Donc là, ce sont les gardes du corps de Arthur et des principales personnalités. Donc en général, les immortels. On a Lancelot, Polomides, c'est la section Corrigan, donc leur renseignement, les espions. On a Dagonet, la section Cyclope, on a Bort, la section Griffon, donc tout ce qui est motorisé, les véhicules, à chaque fois avec des belles illustrations.
Il y a du charisme dans ce jeu. On a Sagramore et la section Tarasque. Donc ça, ce sont tous les chevaliers repentis, les déserteurs, les têtes brûlées, les missions suicides, c'est pour eux. Et on finit avec l'élite de l'élite, la crème des chevaliers, la section Kraken, qui sont conçus, qui sont sélectionnés pour affronter les lieutenants les plus forts opposants que propose l'anathème. Alors, les joueurs, en début de partie, ne pourront pas intégrer la section Kraken. Il faudra qu'ils fassent leurs preuves avant d'y arriver. On nous présente la vie au Knight, donc ça va de l'entrée à la première mission, comment ça marche, la chevalerie, la quête du Graal, la quête de la gloire, et aussi les chevaliers déçus. Et ici on voit une recrue rentrer dans l'ordre. Le code d'honneur du Knight en 10 points. Et comment le Knight se trouve dans le monde. Donc une situation un peu particulière. Le Knight est basé à Londres. Il est financé par les immortels, en majorité, mais il est là pour intervenir sur toutes les situations extrêmes. Donc en fait, ils aident forcément en priorité les arches, car c'est leur source de financement. Sans les arches, sans les immortels, il n'y aurait pas de Knight. Mais des fois par des chemins détournés ou en secret, ils aident aussi les rebuts. Ils aident aussi l'anneau à survivre. C'est tout le code d'honneur du Knight qui les pousse à agir. Même des fois à se mettre en péril ou en situation délicate avec certains immortels. On a ici une carte avec ce que c'est le Knight de l'anathème. Donc on voit les différentes zones. L'Asie, c'est la zone de la chair. L'Europe, c'est la zone de la bête. La zone de la dame, un endroit très glacé, se trouve en Afrique du Nord. Et la machine se trouve sur la côte est américaine. On a les pays de l'anneau, les territoires libres, ici. Après, sur le reste du monde, se trouvent les différentes arches, dont le Knight, qui se trouve à Londres. Alors on verra que l'anathème a différents visages, différentes facettes, différents visages. La chair, comme c'est présenté, c'est des représentants assez sanguinaires. On est vraiment dans la mythologie asiatique, avec des tentacules, de la chair, des immeubles sanglants. La bête, c'est toute la culture européenne, tous les monstres, les loups-garous, tous les bêtes de la nuit qu'on pourrait trouver. La dame, c'est un pays glacé, un pays mortel, où rien ne vit. Et les machines, c'est tout ce qui est robotisé. Même les immeubles se déplacent. Ça laisse de quoi faire. Et là, Camelot. Et on voit que c'est le palais de Westminster qui a été donné au Knight, qui leur sert de base. Donc, le dirigeant de l'Arche de Londres, c'est Ismaël Gélam, une personne très influente, très riche, et qui est un peu le parrain du Knight. Camelot, avec le plan, les différentes structures, comment c'est aménagé. Et on en arrive au chapitre 4, le système de jeu. Alors c'est très bien expliqué dedans, donc on voit forcément les notions de base du jeu de rôle, qu'est-ce qu'un MJ, un PNJ, un PJ. Et on arrive tout de suite au système du jeu. Donc c'est un jeu qui se joue qu'avec des D6, pas besoin d'autres dés. Vous avez un test, vous aurez un certain nombre de D6 à lancer, et chaque face paire de vos dés correspondra à une réussite. Et vous aurez un seuil de réussite à dépasser pour réussir l'action. Là, la bonne idée de jeu, c'est le système combo. Alors, qu'est-ce que le système combo ? Ça veut dire que pour un test, vous aurez 2 caractéristiques utilisées. Une caractéristique qui sera définie par le maître de jeu, et une seconde qui sera proposée de votre part, vous le joueur. Et vous additionnerez les dés des 2 caractéristiques pour avoir votre main de dés. Vous lancerez la totale, et c'est avec les résultats pairs que vous déterminerez votre réussite ou non. Et là, franchement, c'est assez sympathique. Votre personnage décide de sauter au-dessus d'un fossé.
Le maître de jeu va dire, eh ben, fais-moi un jet de Dex pour savoir si tu réussis. Et vous allez décrire votre action. Dire, bah, en fait, je suis pressé, je cours de toutes mes forces et je me lance avec puissance pour traverser ce ravin. Donc forcément, vous allez utiliser la caractéristique force. Ça fera force, dextérité. Et c'est la somme des deux caractéristiques qui vous déterminera le nombre de dés à lancer. Après, il y a forcément deux étapes. Et la scène de combat, comme je dis, la scène, tout simplement d'action, avec le saut. Et après, il y a les scènes de combat ou d'opposition, où là, les caractéristiques sont déterminées de la même manière, mais plus de seuil de difficulté fixé ici. Là, vous êtes opposé à une personne vivante, donc c'est la personne qui réussira le plus de réussite qui gagnera l'opposition. On va léger les réussites, comment ça marche. Les overdrive, donc les overdrive, très important. On parle de méta-armure, de technologie avancée, on est dans les films ou de science-fiction. Donc vous avez quelques aides mécaniques sur votre armure qui vous facilitent certaines choses. Donc à chaque fois que vous avez un overdrive, un OD comme ils appellent ça, c'est forcément une réussite automatique. Donc à force de cumuler les overdrive, vous aurez forcément des actions que vous ne pourrez jamais louper. On en reviendra plus tard. Donc ça c'est lié plutôt à l'équipement de votre armure. Il y a forcément l'exploit, l'entraide. Et le cœur du jeu, ce sont les aspects et les caractéristiques. Ça veut dire que votre personnage, il va être déterminé par 4 aspects. 5 aspects plutôt. Et chaque aspect a 3 caractéristiques dérivées. Donc ça fait au total 15 caractéristiques et 5 aspects. Alors, dans les aspects, on a la chair, donc c'est tout ce qui est physique, la bête, tout ce qui est instinctif et la volonté, la machine, l'intelligence, et la dame, c'est le charisme, et le masque, c'est tout ce qui est la furtivité, la perception. Et on voit les caractéristiques liées à chaque aspect. Comment ça marche dans le jeu? Donc on nous explique qu'il y a des scènes. Donc en fait, ce sont des descriptifs généraux. Vous êtes dans une pièce, qu'est-ce que vous faites? Je cherche, je ouvre une porte, je monte un étage. Et après, il y a des phases de conflit. Donc là, vous êtes en opposition avec un adversaire physique. On voit après les différentes situations de combat. C'est assez classique. L'embuscade, l'attaque surprise, comment ça marche. Les blessures et les dégâts. Donc on voit que dans le jeu, il y a deux choses. Les points de santé, donc ça c'est vraiment physique. Vous pouvez mourir simplement parce que vous perdez votre sang. Les dégâts aléatoires. Les armes improvisées. Les points de contact. L'espoir et l'héroïsme. Car il n'y a pas que le physique, il y a aussi le mental. Ça s'appelle l'espoir, donc les points d'espoir. Donc ça c'est un peu comme pour le Cthulhu, votre point de santé mentale. Quand vous avez plus de points d'espoir, vous passez du côté obscur, vous êtes dans le désespoir, c'est le cas de le dire, et vous devenez un chevalier noir. Comment jouer les PNJ et les ennemis du Knight? Les véhicules, donc c'est assez secondaire dans le jeu, mais il y en a. C'est plutôt des véhicules pour vous lâcher à certains endroits. Et c'est le groupe Griffon qui s'en occupe. Comment améliorer son chevalier? Et là, c'est intéressant parce que vous avez deux valeurs. Vous avez les points d'expérience. Donc ça, vous les gagnez forcément en réalisant des missions. Donc, qu'il y ait des échecs dans la mission ou des réussites, vous aurez toujours des points d'expérience. Et ces points d'expérience vous permettent d'améliorer vos aspects et vos caractéristiques. En cas de réussite de mission, là, vous aurez des points de gloire. Et il n'y a qu'en cas de réussite, en cas de victoire, que vous aurez ces points de gloire. Ces points de gloire se cumulent et en fait fonctionnent par seuil. À chaque niveau, chaque certain niveau de points de gloire, ça vous débloquera de l'équipement que vous pourrez mettre sur votre armure. Plus vous êtes reconnu dans le Knight, plus vous êtes héroïque, plus que votre réputation grandit, plus vous aurez accès à de l'équipement puissant. Donc ça a intérêt. Et à chaque fois que vous équipez, vous gardez vos points de gloire, à l'inverse des points d'expérience, qu'une fois dépensés, vous les perdez.
On en arrive à la création de son personnage au chapitre 5. Donc là, sur la première page, franchement, c'est une aide de jeu qui résume bien. Une fois que vous avez lu, vous avez l'essentiel ici, hein, pour rien oublier. Chaque joueur commence avec un score de base. Ça veut dire qu'on est tous identiques, on n'est pas personnalisé. La première chose qui va vous faire évoluer, c'est vos origines. Est-ce que vous êtes célèbre, un rebut, un citoyen ou autre? C'est un archétype. L'archétype vous donnera 2 points, donc dans une caractéristique différente. En plus d'une histoire. Donc on voit que c'est assez varié. Hein. On peut être un agent du Nunashi, on peut être un archétype, une force de la nature, un voyageur. Il y a de quoi faire. À l'issue, on va tirer ou choisir 5 cartes de tarot. Donc le jeu de cartes de tarot n'est pas encore disponible, mais il le sera ultérieurement. Hein. Donc il y a une campagne de financement participative actuellement pour une campagne avec l'écran et les cartes. Donc vous trouverez ces éléments dans le commerce dans quelques mois, ou si vous participez à la campagne, vous aurez le privilège de les toucher en premier. Donc ces cartes, chaque joueur, on va en tirer 5. Et ça a beaucoup d'intérêt. Ça veut dire que chaque carte va vous donner des informations de background sur votre joueur. Donc c'est des idées assez vagues pour vous laisser une liberté, mais ça va vous donner des informations sur votre passé. Donc chaque carte vous donnera des éléments de votre passé. Donc la combinaison de tous ces éléments vous donnera forcément une histoire unique. Vous donnera un bonus. Et vous aurez à choisir entre les 5 cartes 2 avantages et un inconvénient. Ça vous permet de créer un personnage unique. Vous voyez que là, il y a quand même du choix. On a 19 cartes différentes. 21 cartes, je me suis trompé, plus la carte du fou, ça fait 23 cartes. La 4e étape, c'est les hauts faits. Donc là, c'est ce que vous avez fait. Quelle est l'action héroïque qui vous a permis d'intégrer le Knight? Forcément, Arthur ne prend pas n'importe qui. Il faut que vous sortiez déjà du lot avant d'entrer dans son groupe. Donc ça, c'est un élément qui vous donne aussi des bonus, des conditions restrictions aussi pour le prendre. Et ça vous aide aussi dans votre background propre, dans votre descriptif. L'étape 5, c'est un blason et un vœu. Un blason, c'est une famille. Un vœu, c'est ce que vous voudrez réaliser dans le Knight. C'est vos motivations. Motivation mineure, c'est ce que vous voulez faire tous les jours. Et motivation majeure, c'est la quête ultime. Pourquoi votre personnage vit et veut réaliser dans son application au Knight. Pourquoi il fait tout ça? L'étape 7, la plus fun, c'est la méta-armure. Donc la méta-armure nous donne plein de pouvoirs. C'est là où c'est cette armure qui vous donne des pouvoirs surhumains, qui vous transforme en héros. On parlait des Overdrive tout à l'heure. Et dans les méta-armures, on en a au total 9 méta-armures, donc 3 d'une première génération, Warrior, Priest, Paladin, 4 de deuxième génération, War Master, Rogue, Bard, Rangers, et 2 de troisième génération, les plus évolués, Wizard et Barbarian. On a un descriptif des différents modules qu'on trouve sur les armures, quel est leur pouvoir générique, et après on arrive sur un descriptif de chaque méta-armure. Donc à chaque fois ce sera la même chose, on aura une illustration de l'armure, ses caractéristiques génériques, donc ses points d'armure, c'est-à-dire les points de vie de votre méta-armure qui vous protègent. Donc vous avez vos propres points de vie, mais c'est d'abord l'armure qui perd les siens. Les points d'énergie, ça veut dire la capacité de votre batterie. Chaque utilisage d'armes ou de différents pouvoirs va vous consommer de l'énergie. Et le champ de force. Le champ de force, c'est un aura de protection qui élimine des dégâts. Donc là, il faut faire un minimum 9 points de dommage avant d'entamer votre armure. Votre champ de force repousse
le reste, en sachant forcément qu'il y a des armes qui ignorent les champs de force et les points d'armure. Après, on a les slows. Donc les slows, c'est quoi? C'est des points d'emplacement d'équipement. Donc on voit que la tête a 7 points, 10 points, ainsi de suite. Donc tout ça, ça varie sur les armures. Et selon l'équipement que vous allez équiper, ça va prendre plus ou moins de slows. Les overdrive, donc ça c'est les aides mécaniques que compose l'armure. Et en fait, ce sont les réussites automatiques. Ça veut dire qu'en combat, l'armure warrior vous donne forcément une réussite d'office. Le déplacement, c'est pareil. Donc là, on a un descriptif de l'histoire de l'armure, comment on en est arrivé là, quelle est un peu sa philosophie, les différents types, parce qu'il y a des sous-catégories, et l'évolution de l'armure. Donc là, on voit qu'il y a des PG, des points de gloire. Donc à 150 points de gloire accumulés, l'équipe warrior nous débloque un pouvoir. Activer un type ne coûte plus d'action, et ainsi de suite. Donc, plus vous avez de gloire, plus votre armure est puissante. Et on finit avec une page de pré-tiré, donc un exemple de personnage qu'on peut créer avec une armure warrior. Donc après, ça peut servir forcément en jeu. Directement, l'armure paladin, c'est un équipement warrior plus, c'est le char d'assaut de l'équipe, le défenseur. Le Priest, donc comme ça porte bien son nom, c'est un équipement un peu moins lourd que la Warrior, mais on est déjà quand même dans la première génération, donc des vraies armures de chevalier, mais surtout qui permet de réparer des armures alliées. Toujours utile. Le War Master. Ici. Le Rogue, comme ça porte son nom, l'infiltration. Le Ranger, le Sniper. Donc ça, c'est les 3 armures de la 2e génération. Et on en arrive sur les 2 dernières, donc la 3e génération, les plus évoluées, donc la barde. Vous voyez, on a quasiment plus d'armure métallique, d'armure lourde, donc elles sont nettement plus fragiles, 40 points d'armure. Mais par contre, par exemple, pour la barde, c'est une armure de mimétisme. Vous pouvez transformer en n'importe quoi. Vous avez une illusion d'optique. Vous pouvez prendre la forme de ce que vous voulez, vous êtes juste limité par votre gabarit. Vous ne pouvez pas rapetisser. Si vous faites 2 mètres, vous faites 2 mètres. Et la dernière, c'est la Wizard. C'est une armure de lumière, en fait. Très énergique, très difficile à maîtriser. La Barbariane, là, c'est une armure de combat corps à corps. Et en 8e étape, pour créer votre personnage, vous choisissez forcément une section, donc c'est une action optionnelle. Donc on retrouve les sections décrites dans le chapitre précédent sur le Knight. Les valeurs dérivées, vos points de vie, votre initiative, vos points de gloire, votre. Et les achats à l'arsenal. Vous pouvez dépenser le peu que vous avez pour équiper et personnaliser votre armure. Et là, on a une superbe illustration.